Il n'a fallu que 6 minutes, une poignée de minutes à peine, mais assez pour secouer tout l'échiquier diplomatique mondial. Benjamin Idnan venait de livrer aux côtés de Donald Trump une prestation millimétrée sous les dorures de la Maison-Blanche. Un sourire parfaitement maîtrisé, des mots doux sur la paix, des envolées lyriques sur la civilisation. Le monde regardait fasciné. Mais à Paris, dans un bureau de l'Élysée, un homme de 39 ans observait la scène avec un regard qui en disait long. Il savait. Sébastien Lecornu avait perçu ce que personne d'autre n'avait relevé. Un seul mot dans le discours de Nedaï. Un mot qui allait tout dévoiler. 3 jours plus tôt, un lundi matin gris à Paris, une enveloppe scellée était arrivée sur le bureau de Lecornu. Portant la mention « Confidentielle défense », elle provenait du renseignement militaire français. Ce qu'il découvrit en l'ouvrant le fit se redresser d'un coup. Le rapport évoquait ce qui se tramait à Washington. Selon des sources au sein du Mossad et de l'administration américaine Nedaï, avait l'intention d'accepter publiquement le plan de paix de Trump, tout en conservant des clauses de sortie qui lui permettraient de reprendre les opérations militaires à tout moment. Le piège était parfait. Trump obtiendrait sa victoire médiatique. Nedaï, lui, le soutien américain pour poursuivre la guerre et le monde entier croirait qu'Israël aspirait sincèrement à la paix. Lecornu connaissait Nedaï depuis ses années comme ministre de la Défense. Il avait négocié avec lui partagé des dîners diplomatiques à Tel Aviv et à Paris. Il savait que le premier ministre israélien était un survivant politique capable d'affirmer une chose et d'en accomplir une autre sans le moindre scrupule. Mais cette fois, Nedaï ne manipulait pas uniquement son gouvernement, il manipulait le président des États-Unis. Et si Trump tombait dans le piège, c'est l'ensemble de l'Alliance Atlantique qui en subirait les conséquences. Lecornu appela immédiatement le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Les deux hommes passèrent 3 heures à éplucher le plan de paix américain qui avait fuité sur papier. Tout semblait révolutionnaire, fin immédiate de la guerre, libération des otages, aide humanitaire massive, démilitarisation du Hamas, gouvernement technocratique temporaire à Gaza. Mais Lecornu voyait les failles partout. Le plan indiquait qu'Israël se retirerait vers la ligne convenue. Mais quelle ligne? Qui en décide? Aucune précision. Le Hamas devait déposer les armes, mais qui vérifie et comment? Le plan ne le précisait pas. C'était exactement le type de document qui permettrait à Nedaï de dire oui publiquement, tout en conservant tous les moyens de dire non. Le lendemain, Lecornu convoqua une réunion ultra confidentielle du Conseil de défense. Macron était présent, ainsi que les chefs militaires et le directeur de la Direction générale de la sécurité extérieure. Lorsque Lecornu acheva son exposé, Macron posa la question cruciale. Que faire? Lecornu avait préparé sa réponse. 3 actions. Premièrement, contacter discrètement Washington pour partager leurs préoccupations. Deuxièmement, préparer une position française claire. Et troisièmement, si Nedaï jouait son jeu, être prêt à l'exposer publiquement. La salle resta silencieuse. Exposer publiquement Nedaï signifiait une crise potentielle avec Israël, des tensions avec Washington, un isolement possible de la France. Mais Macron hocha lentement la tête et dit « Fais-le, mais sois prudent, Nedaï est redoutable ». Un appel confidentiel fut organisé avec le conseiller à la sécurité nationale américain. Lecornu exposa poliment mais fermement les préoccupations françaises. La réponse fut évasive. « Nous avons confiance en Nedaï. Trump entretient une relation personnelle forte avec lui. » Lecornu comprit immédiatement. Washington ne voulait pas entendre. Trump voulait sa victoire et Nedaï la lui offrait. Si l'Amérique n'écoutait pas en privé, peut-être écouterait-elle en public. Lecornu demanda à son équipe de préparer un discours pour une conférence de presse le jour même de l'annonce Trump-Nedaï. Un discours qui poserait les questions que personne n'osait formuler. Le 29 septembre 2025, Nedaï arriva à la Maison-Blanche. Les caméras du monde entier étaient braquées sur lui. Trump l'accueillit chaleureusement. « Bibi, mon ami, nous allons faire l'histoire aujourd'hui. » À Paris, il était 20h30. Lecornu regardait la scène depuis Matignon. Son équipe avait installé plusieurs écrans CNN, BBC, Al Jazeera. Tous montraient les mêmes images. Trump commença à parler pendant une demi-heure. « C'est potentiellement l'un des plus grands jours de la civilisation », déclara-t-il.
Il détailla les 20 points fins de la guerre, libération des otages, aide humanitaire, démilitarisation du Hamas. Tout semblait parfait, trop parfait. Le Cornu prenait des notes, repérant chaque formulation vague, chaque promesse sans garantie. Puis vint le moment crucial. Nedaï s'avança vers le micro et dit « Je soutiens votre plan pour mettre fin à la guerre à Gaza. Il ramènera tous nos otages, démantèlera le Hamas, garantira qu'il ne menace plus jamais Israël. » La salle applaudit. Trump sourit largement. Les journalistes tweetèrent percée historique. Nedaï accepte le plan de paix, mais les Cornu ne souriaient pas. Il avait entendu quelque chose, mais Nedaï avait continué. Si le Hamas rejette l'accord Bibi, vous aurez notre soutien total pour faire ce que vous avez à faire. L'interrompit Trump. Cela peut se faire de la manière facile ou difficile, ajouta Nedaï. Mais cela sera fait. Lee Cornu appuya sur pause et réécouta. « Vous avez entendu ?» demanda-t-il à son équipe. « Il ne dit pas quand nous atteindrons la paix, il dit si le Hamas rejette. Il a déjà prévu qu'ils vont rejeter. » Son conseiller Pierre Lévy hocha la tête. « Exactement comme notre rapport. Nedaï veut que le Hamas rejette le plan. Comme ça, il dira « J'ai essayé, ils ont refusé » et Trump lui donnera son soutien total pour continuer la guerre. » C'était juste assez de temps pour que les médias diffusent l'accord Trump-Nedaï, mais pas assez pour que la nouvelle soit ancienne. Lee Cornu descendit à la salle de presse où une vingtaine de journalistes attendaient. Il s'attendait à ce qu'ils félicitent simplement Trump et Nedaï. Personne n'était préparé à ce qui allait suivre. Lee Cornu s'installa derrière le pupitre et commença d'une voix calme, mais déterminée. « Mesdames et messieurs, bonsoir. Il y a quelques heures, le président Trump et le premier ministre Nedaï ont présenté un plan pour Gaza. La France reconnaît les efforts américains. » Puis il fit une pause et dit le mot qui change tout. Cependant, la France a des questions sérieuses sur la sincérité de certains acteurs dans ce processus. Les journalistes se redressèrent. Le Cornu venait de franchir une ligne diplomatique. « J'ai lu attentivement le plan, » continua-t-il. Il contient des éléments positifs, mais aussi de nombreuses ambiguïtés qui pourraient permettre à des partis de mauvaise foi de paraître engagés pour la paix, tout en maintenant leur capacité à poursuivre la guerre. Il sortit une feuille et devint très précis. Le plan dit qu'Israël se retirera vers la ligne convenue. Quelle ligne qu'il a définie? Le plan ne le dit pas. Le Hamas doit déposer les armes. Qui vérifie comment le plan ne le dit pas? Un conseil de paix dirigé par Trump. Quel mandat, quel pouvoir, le plan ne le dit pas. Puis le Cornu regarda la caméra et posa la question qui allait faire le tour du monde. La France a une question simple pour le Premier ministre Nedaï. Pourquoi avez-vous dit « Je soutiens votre plan plutôt que j'accepte votre plan » Pourquoi avez-vous dit « Si le Hamas rejette plutôt que quand nous atteindrons la paix » Ces mots ne sont pas des accidents, ces mots révèlent des intentions. Le silence dans la salle était total. Un Premier ministre français, en fonction depuis 20 jours, venait de remettre publiquement en question la sincérité de Nedaï devant le monde entier. La France croit en la paix véritable, pas en la paix théâtrale, conclut Lee Cornu. Une paix véritable nécessite 3 choses, des engagements clairs, des mécanismes de vérification robustes et une volonté sincère de toutes les parties. Le plan Trump-Netanyahou contient le premier élément partiellement. Il ne contient pas le second et nous avons de sérieux doutes sur le troisième. Un journaliste de Reyer leva la main. « Êtes-vous en train d'accuser Israël de mauvaise foi ?» Lee Cornu répondit calmement. « Je ne fais aucune accusation. Je pose des questions que tout le monde devrait poser. Pourquoi accepter un plan avec tant d'ambiguïté? Pourquoi un leader qui cherche vraiment la paix laisserait-il autant de portes de sortie? Netanyahou peut facilement le prouver. Il peut accepter des mécanismes de vérification internationaux indépendants. Il peut accepter que l'Organisation des Nations Unies supervise l'application. Il peut accepter un calendrier clair avec des conséquences en cas de non-respect. S'il accepte, je m'excuserai personnellement et publiquement, mais s'il refuse... » Il laissa la phrase en suspens. Un autre journaliste demanda « N'avez-vous pas peur d'isoler la France, les États-Unis et Israël pourraient voir cela comme une trahison ?» Le Cornu sourit tristement. « Vous savez ce qui isole vraiment un pays?
Ce n'est pas dire la vérité, c'est rester silencieux quand la vérité doit être dite. La France a été silencieuse trop souvent sur le Rwanda, sur la Bosnie. Je préfère que la France soit isolée mais honnête, plutôt que populaire mais complice. Il continua. J'ai une dernière chose à dire à mes collègues leaders européens. Nous avons tous vu ce film des accords magnifiques, des poignées de main, des promesses de paix. Puis, quelques semaines plus tard, la violence reprend et tout le monde fait semblant d'être surpris. Nous ne pouvons pas continuer ce cycle. Alors oui, je pose des questions inconfortables. Oui, je remets en question ce que d'autres acceptent, sans réfléchir parce que la vraie paix mérite mieux que des applaudissements automatiques. La dernière question vint d'un journaliste israélien. Netanyahou a servi pendant des décennies. Vous êtes en fonction depuis 20 jours. N'est-ce pas présomptueux de remettre en question son jugement? Le cornu ne perdit pas son calme. L'expérience est importante, mais l'expérience n'est pas synonyme de sagesse. Quelqu'un peut avoir 30 ans d'expérience dans la guerre et 0 jour d'expérience dans la construction de la paix. Netanyahou est un survivant politique brillant. Mais survivre en politique n'est pas la même chose que diriger vers la paix. Quant à mon âge, vous avez raison, je suis jeune et nouveau. Mais peut-être que c'est exactement ce dont ce conflit a besoin. Quelqu'un qui n'est pas fatigué par des décennies de cynisme. Le cornu quitta la salle en coulisses. Son équipe l'attendait. Les téléphones explosaient. Reuters, l'agence France Presse, tout le monde voulait une réaction. Le ministère israélien venait de publier un communiqué disant que ses commentaires étaient profondément décevants. Le cornu hocha la tête. Il s'y attendait. Son téléphone sonna. Numéro privé préfixe américain, c'était Trump. « Sébastien, qu'est-ce que tu viens de faire ?» La voix de Trump était forte mais contrariée. « J'ai dit la vérité telle que la France la voit. » Répondit le cornu calmement. « N'est-ce pas ce que font les alliés ?»« Les alliés se soutiennent mutuellement, » répliqua Trump. « Nous venons d'annoncer un plan historique et toi tu le remets en question 1 heure plus tard. Cela ressemble à quelqu'un qui se soucie de vous au point de vous dire la vérité plutôt que de vous laisser être piégé, » dit l'écornu fermement. Il y eut un silence. « Tu penses que Netanyahou me piège, Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois? Oui. Je pense qu'il vous utilise pour obtenir une couverture diplomatique afin de continuer la guerre. » Trump sembla réfléchir. « Explique-moi. » Le cornu prit une profonde inspiration. « Monsieur le Président, pensez à comment cela s'est passé. Netanyahou arrive, dit « Toutes les bonnes choses, accepte votre plan. » Les médias vous applaudissent. Magnifique. Mais regardez les mots qu'il a utilisés. « Je soutiens votre plan. » Pas « j'accepte », pas « je m'engage ». Des termes vagues, non contraignants. Et puis il dit « si le Hamas rejette ». Pourquoi « si » et pas « quand » ? Parce qu'il s'attend à ce qu'ils rejettent. Et quand ils le feront, vous lui avez déjà dit devant les caméras « tu auras notre soutien total pour faire ce que tu as à faire ». Vous venez de lui donner un chèque en blanc. Il va maintenant s'assurer que le Hamas rejette. Ensuite, il vous dira « Vous voyez, j'ai essayé, vous étiez témoin. Maintenant, je dois continuer la guerre. Et vous avez promis de me soutenir. » Le silence dura plusieurs secondes. « Tu penses vraiment qu'il ferait ça, Monsieur le Président ? » « Je ne pense pas. Je sais. Nos services de renseignement ont intercepté les communications du bureau de Netanyahou. Il a dit à ses proches qu'il ne croit pas que le Hamas acceptera et que s'il accepte, il trouvera un moyen de dire qu'il viole les termes. » Trump resta silencieux. « Si tu as raison, je vais avoir l'air d'un idiot. »« Non, Monsieur le Président. Si j'ai raison et que vous agissez maintenant, vous aurez l'air d'un leader qui ne se laisse pas manipuler. Mais si vous ignorez cet avertissement et que Netanyahou fait exactement ce que je dis, alors oui, l'histoire ne sera pas gentille. Qu'est-ce que tu me suggères ?» C'était la première fois qu'il demandait conseil plutôt que de dicter. Ajouter des garanties au plan dit « les cornous ». Insister sur des mécanismes de vérification internationaux indépendants. Dites à Netanyahou qu'il doit accepter une supervision de l'Organisation des Nations Unies et clarifier que votre soutien est conditionnel au respect réel de l'accord. Si vous faites cela, vous serez le président qui a réellement apporté la paix. Si vous ne le faites pas, vous serez celui qui a été joué par Netanyahou. Le choix vous appartient. Trump soupira. Tu joues à un jeu dangereux, Sébastien. Netanyahou est puissant. Il a des amis partout, des amis riches. Je sais, répondit le cornu.
Mais j'ai quelque chose qu'il n'a pas. J'ai raison, et tôt ou tard, la vérité l'emporte. J'espère que tu sais ce que tu fais parce que si tu te trompes, tu passeras pour un amateur arrogant. « Et si j'ai raison ?» demanda l'écornu. « Alors tu seras un héros, admit Trump. Mais tu auras aussi fait un ennemi mortel. Netanyahou ne pardonne jamais. »« Je peux vivre avec ça, dit l'écornu. Ce avec quoi je ne peux pas vivre, c'est me taire et regarder des milliers d'autres personnes mourir. » Trump raccrocha sans dire au revoir. Quelques heures plus tard, à 2h30 du matin, les nouvelles commencèrent à arriver. CNN rapportait que Trump avait convoqué une réunion d'urgence avec son équipe. Puis à 4h15, l'impossible se produisit. La Maison-Blanche publia une déclaration clarificatrice disant que Trump s'attend à ce que toutes les parties, y compris Israël, respecte pleinement les termes de l'accord et que le soutien américain est conditionnel à la mise en œuvre réelle et vérifiable. Ce n'était pas exactement ce que l'écornu avait demandé, mais c'était un pas dans la bonne direction. Un signal que Trump avait entendu l'avertissement. À Tel Aviv, Netanyahou lisait la déclaration à 5h15 du matin. Il n'avait pas dormi. Il savait exactement ce qui s'était passé. Ce jeune premier ministre français avait fait quelque chose que personne n'avait osé faire. Il avait défié Netanyahou publiquement et fait douter Trump. À 10h, une Netanyahou convoqua une conférence de presse à Jérusalem. Son visage était grave. « Je viens d'apprendre que le Premier ministre français a choisi de remettre en question la sincérité d'Israël dans notre quête de paix. Je trouve cela profondément troublant. La France prétend être un ami, mais choisit ce moment pour semer le doute. » Un journaliste français l'interrompit. « Le Premier ministre l'écornu n'a pas mis en doute votre droit à la sécurité. Il a posé des questions spécifiques sur les ambiguïtés du plan. Pouvez-vous y répondre ?» Netanyahou eut un regard d'affrontement. « Je ne prends pas de leçon de paix d'un homme qui est au pouvoir depuis 20 jours. Savez-vous combien de crises j'ai gérées en 30 ans ? Le Premier ministre l'écornu parle de mécanisme de vérification. Laissez-moi lui rappeler, nous avons essayé cela. Nous avons eu l'ONU à notre frontière et ils ont regardé le Hezbollah armer le Hamas construire des tunnels. Ils n'ont rien fait. » Un autre journaliste demanda « Accepteriez-vous une supervision internationale vraiment indépendante ?» Netanyahou secoua la tête. « La seule garantie de la sécurité d'Israël, c'est Israël. Nous ne confierons jamais notre survie à des bureaucrates de l'ONU qui votent contre nous à chaque occasion. » C'était exactement la réponse que l'écornu avait prédite et les journalistes commençaient à le remarquer. Sur Twitter, les analystes pointaient la contradiction. Netanyahou dit qu'il veut la paix, mais refuse toute garantie qui pourrait assurer cette paix. À Paris, l'écornu regardait la conférence en direct. Sans convaincre Lévy, murmura-t-il. Il se piège lui-même. Plus il refuse la supervision internationale, plus il confirme vos soupçons. L'écornu hocha la tête. Oui, mais regardez comment il le fait. Il ne dit pas non catégoriquement. Il dit « Nous avons essayé et ça n'a pas marché ». C'est plus subtil. Ça donne l'impression qu'il est raisonnable. Les 48 heures suivantes furent cruciales. Les médiateurs du Qatar et de l'Égypte rencontrèrent le Hamas à Doha pour discuter du plan. Le monde retenait son souffle. L'écornu savait déjà ce qui allait se passer. Le 1er octobre à 16h, l'annonce tomba. Le Hamas rejetait le plan. Il citait plusieurs raisons. Le plan ne garantissait pas la fin de l'occupation, ne reconnaissait pas clairement le droit à un État palestinien, n'incluait pas de mécanisme pour empêcher Israël de reprendre les opérations militaires. C'était exactement ce que l'écornu avait prévu. À 18h, l'écornu donna une courte déclaration depuis Matignon. Cette fois, pas de colère, pas de satisfaction, juste une tristesse profonde. Le Hamas a rejeté le plan. Je souhaite que j'ai eu tort. Je souhaite sincèrement avoir été trop cynique, mais malheureusement, les événements ont confirmé mes pires craintes. Il y a 2 jours, j'ai posé des questions spécifiques. Ces questions sont restées sans réponse et maintenant, le Hamas rejette pour exactement les raisons que j'ai soulevées. Certains diront que le Hamas rejette parce qu'ils ne veulent pas la paix. Peut-être, probablement. Mais si nous voulions vraiment leur retirer cette excuse, nous aurions dû présenter un plan sans faille, si clair et si juste qu'aucune partie ne pourrait le rejeter sans se révéler comme l'obstacle à la paix. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Netanyahou va dire
Vous voyez, j'ai essayé, le Hamas a refusé, maintenant je dois continuer la guerre. Et Trump se sentira obligé de tenir sa promesse de soutien total. C'est exactement le scénario que j'ai décrit il y a 2 jours. La France va continuer à insister sur une véritable solution. Nous allons proposer notre propre cadre de garantie internationale et nous allons continuer à dire la vérité, même quand elle est inconfortable, parce que c'est ça, le véritable leadership. Dans les semaines suivantes, l'analyse de Le Cornu fut largement validée. Netanyahou annonça que puisque le Hamas avait rejeté le plan Israël, n'avait pas d'autre choix que de continuer les opérations. Mais cette fois, la réaction internationale fut différente. L'Union européenne, encouragée par la position française, adopta une résolution appelant à un plan avec des garanties internationales contraignantes. Plusieurs pays européens commencèrent à parler de reconnaissance d'un État palestinien. Même aux États-Unis, des membres du Congrès commencèrent à poser des questions sur le soutien inconditionnel à Israël. Trump devint plus prudent dans ses déclarations. Il ne retira pas son soutien, mais cessa de donner des chèques en blanc. Pour Le Cornu, les conséquences furent mitigées. Sa stature internationale grandit énormément. Il fut invité dans des forums consultés par des leaders européens. Le New York Times le salua comme une nouvelle voie de raison en Europe. Mais en France, sa situation restait précaire. Les socialistes maintenaient leurs menaces. Le Pen exigeait des ruptures, les syndicats avaient fait grève. Lors d'une interview, un journaliste demanda « Vous avez gagné en stature internationale, mais votre gouvernement est au bord de la chute. Était-ce le bon moment pour cette confrontation ?» Le Cornu réfléchit avant de répondre « Vous savez, on me pose souvent cette question différemment. Certains disent « Tu aurais dû te concentrer sur tes problèmes internes. » Mais je vais vous dire quelque chose. Il n'y a jamais de bon moment pour dire la vérité. Si j'avais attendu que ma situation soit stable, j'aurais attendu trop longtemps. Le leadership, ce n'est pas attendre le moment parfait, c'est faire ce qui est juste au moment nécessaire, quelles que soient les conséquences personnelles. Et oui, peut-être que cela me coûtera mon poste. Peut-être que dans 2 semaines, je ne serai plus Premier ministre. Mais au moins, quand je partirai en sachant que j'ai dit la vérité quand elle devait être dite. L'interview fut visionnée des millions de fois. Et quelque chose d'étrange se produisit. Les sondages de Le Cornu qui étaient en chute commencèrent à remonter. Les Français, même ceux qui n'étaient pas d'accord avec toutes ces politiques, commençaient à voir quelque chose qu'ils n'avaient pas vu depuis longtemps. Quelqu'un qui disait ce qu'il pensait, qui tenait ses positions sous pression. Le 3 janvier 2024 mois après la conférence historique, quelque chose d'extraordinaire se produisit. L'Arabie saoudite annonça qu'elle soutenait la proposition française de garantie internationale et était prête à contribuer financièrement. C'était un tremblement de terre géopolitique. Mohammed Ben Salman s'alignait sur la France, pas sur les États-Unis. Le Cornu reçut un appel. Son Altesse royale aimerait vous inviter à Riyad pour discuter d'une initiative conjointe. Quand pourriez-vous venir ? Le Cornu avait une semaine cruciale devant lui, mais il savait que cette opportunité ne se représenterait pas. Je peux être là dans 3 jours. Le 6 janvier, le Cornu atterrit à Riyad. L'accueil fut extraordinaire. Le lendemain, il rencontra Mohammed Ben Salman. La réunion prévue pour 1 heure dura 5. Les 2 hommes trouvèrent un terrain d'entente. Ils étaient tous 2 des réformateurs prêts à prendre des risques, tous 2 fatigués du statu quo. Vous avez fait quelque chose que personne n'avait osé dire, Mohammed Ben Salman. Vous avez dit ce que nous pensions tous. Maintenant, vous devez faire plus créer une alternative réelle. Ce qui émergea fut l'initiative Riyad Paris, une force internationale de 10 000 soldats pour Gaza, un calendrier clair en 5 phases, des garanties de sécurité pour Israël, 50 milliards de dollars sur 10 ans, pour reconstruire Gaza et surtout un mécanisme de vérification transparent avec des rapports mensuels publics. C'était tout ce que le plan Trump-Netanyahou n'était pas clair, contraignant, vérifiable. Le 15 janvier, le Cornu présenta l'initiative à Bruxelles. La réaction fut divisée, mais quelque chose d'intéressant se produisit. La société civile européenne se rallia massivement. Des manifestations de soutien dans 12 capitales, une pétition avec 2 300 000 signatures. Le mot dièse ZEP Riyad Paris Force devint viral. Le 20 janvier, le Cornu fit quelque chose d'inhabituel. Il enregistra une vidéo de 10 minutes expliquant l'initiative en termes simples et la publia directement sur YouTube.
Mes chers concitoyens, je veux vous parler. Il y a 4 mois, j'ai dit que le plan Trump n'était pas assez solide. Beaucoup m'ont critiqué, mais j'avais raison. Maintenant, avec l'Arabie Saoudite, nous avons créé quelque chose de nouveau. Pas un plan vague, mais un cadre concret avec des garanties réelles. Je ne sais pas si ça réussira, mais nous devons essayer. J'ai besoin que vous fassiez pression sur vos gouvernements, parce que la paix vient de la volonté populaire. La vidéo fut visionnée 15 millions de fois. Pour la première fois, un plan de paix captivait l'imagination populaire. Le 1er février, le Conseil de sécurité de l'ONU devait voter sur l'initiative. C'était le test. La veille, le corps nu reçut 3 appels cruciaux. Le premier de Trump. « Tu sais que je ne peux pas soutenir publiquement ta proposition. Ça aurait l'air d'admettre que mon plan était insuffisant. Vous n'avez pas besoin de la soutenir. Il suffit de ne pas utiliser votre veto. Laissez la communauté internationale décider. » Long silence. « Si je fais ça, Bibi va me massacrer politiquement. » Peut-être, admis le corps nu. Mais l'histoire vous jugera sur les résultats. Voulez-vous être le président qui a bloqué une chance de paix parce que vous aviez peur de Netanyahou? Tu sais quoi, gamin, tu as du courage. D'accord, je ne vais pas utiliser mon veto. Les États-Unis s'abstiendront. C'était mieux que le corps nu n'osait espérer. Le deuxième appel vint de Netanyahou. C'était leur première conversation directe. Monsieur le Premier ministre, vous réalisez ce que vous faites. Vous imposez un plan à Israël sans notre consentement. Avec tout le respect, répondit le corps nu, je ne vous impose rien. Je propose un cadre. Vous êtes libre de le rejeter. Mais si vous le rejetez, le monde saura que c'est Israël qui refuse une paix vérifiable. Vous me mettez dans une position impossible. Non, je vous mets dans une position où vous devez choisir entre la vraie paix et la guerre perpétuelle. C'est inconfortable mais nécessaire. Netanyahou changea de tactique. Écoutez Sébastien, nous sommes pragmatiques. Que voulez-vous vraiment? Plus d'influence pour la France. Des contrats de défense. Dites-moi votre prix. Le corps nu sentit la colère monter mais la contrôla. Monsieur le Premier ministre, je ne suis pas à vendre. Je veux simplement que cette guerre se termine. Si vous pensez que c'est impossible, nous n'avons plus rien à nous dire. Vous faites une erreur qui pourrait vous coûter votre carrière, dit Netanyahou froidement. Ma carrière ne m'intéresse pas autant que vous le pensez, répondit le corps nu. Bonne journée. Le troisième appel vint de Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique nommé au Conseil de paix de Trump. Sébastien, j'ai lu votre initiative en détail. C'est brillant, c'est tout ce que le plan Trump aurait dû être. Merci, monsieur Blair. Venant de vous, cela compte. Mais je dois vous avertir, continua Blair Bibi. Ne va pas lâcher facilement. Il va mobiliser tous ses alliés, toute son influence pour torpiller cette initiative. Je sais dit, le corps nu. Mais pensez-vous qu'elle a une chance? Blair hésita. Honnêtement, si le vote passe demain, si les États-Unis s'abstiennent vraiment, si les pays arabes restent unis, alors oui. Pour la première fois depuis des décennies, je pense qu'elle a une vraie chance. Mais Sébastien, si cela réussit, vous allez devenir l'un des leaders les plus influents d'Europe, et si cela échoue, vous serez politiquement détruit. Mais Blair s'en assurera. Êtes-vous prêt? Le corps nu ne répondit pas immédiatement. Il pensa à ces 4 mois à la conférence du 29 septembre, à l'appel avec Trump, à tous les moments où il aurait pu choisir le silence. « Monsieur Blair, dit-il finalement, j'ai 39 ans. Si ma carrière se termine demain, j'aurai quand même vécu plus longtemps en politique que... Mais si je reste silencieux maintenant, si je laisse passer cette chance parce que j'ai peur, je ne pourrai plus jamais me regarder dans un miroir. Alors oui, je suis prêt. » Le 2 février 2026, à 10h de New York, le vote commença au Conseil de sécurité. La résolution présentant l'initiative Riyad-Paris fut lue. L'ambassadeur français fit un discours passionné de 15 minutes. L'ambassadeur saoudien parla de la nécessité d'une paix réelle, pas théâtrale. L'ambassadeur américain annonça que les États-Unis s'abstiendraient, provoquant des murmures de surprise. L'ambassadeur israélien tenta une dernière intervention, mais elle sembla faible. Le vote fut pour Pékin, Russie, France, Royaume-Uni, Gabon, Équateur, Malte, Japon, Mozambique, Suisse, Algérie, Slovénie, Corée du Sud, Guyana, abstention, États-Unis, 0 contre, la résolution passait. Dans la salle de contrôle de Matignon où le corps nu et son équipe regardaient la retransmission,
Un silence stupéfait régna. Puis l'équipe explosa en applaudissements. Le cornu resta assis, essayant de comprendre. 4 mois plus tôt, il avait posé des questions inconfortables. Maintenant, il venait de faire passer une résolution onusienne qui pourrait changer l'histoire. « Tu l'as fait ?» cria Mathilde en le serrant dans ses bras. Pierre avait les larmes aux yeux. Dans 100 ans, les étudiants étudieront ce moment. Mais le cornu resta calme. « Ce n'est pas fini », dit-il doucement. C'était la partie facile, maintenant vient la partie difficile, faire que cela fonctionne réellement. Dans les jours suivants, la réaction fut explosive. Mettina lui donna une conférence furieuse accusant l'ONU de trahison et la France d'antisémitisme déguisé. Des groupes pro-israéliens lancèrent des campagnes contre le cornu. Des menaces de mort arrivèrent. Le cornu reçut une protection renforcée. Sa famille fut transférée en résidence sécurisée. Mais quelque chose d'autre se produisit. Aussi, le soutien populaire explosa en France. Son taux d'approbation passa de 34% à 61% en une semaine. Des manifestations de soutien eurent lieu dans toute l'Europe. Il devint un symbole de leadership moral. Et au Moyen-Orient, des manifestations pour la paix éclatèrent à Gaza. Malgré la destruction des banderoles en français apparurent « Merci France »,« Merci le cornu ». Le 10 février, une délégation de familles de victimes palestiniennes et israéliennes vint à Paris. Le cornu les reçut en privé. Une mère palestinienne qui avait perdu ses 3 enfants serra ses mains et dit simplement « Merci d'avoir essayé ». Un père israélien dont le fils avait été tué dit « Je ne suis pas d'accord avec tout, mais je respecte votre courage ». Cette réunion dura 3 heures. Quand elle se termina, le cornu avait les yeux rouges. Le 20 février, Mettina fit quelque chose d'inattendu. Dans une interview, il dit « Écoutez, je pense que l'initiative française a de sérieux problèmes. Mais peut-être que nous pouvons en discuter. Peut-être qu'il y a des éléments que nous pouvons négocier. » C'était la première fissure dans son opposition. Dans les semaines suivantes, des négociations discrètes commencèrent. France, Arabie Saoudite, Égypte d'un côté, Israël, États-Unis de l'autre. Le Hamas par l'intermédiaire du Qatar. C'était laborieux, compliqué, rempli d'obstacles, mais c'était un processus. C'était mieux que la guerre. Le 15 mars 2026, exactement 6 mois après la conférence historique de Le Cornu, un accord préliminaire fut signé. Il n'était pas parfait. Il y avait encore des points de désaccord, des zones grises. Mais c'était un début. Un vrai début. Le cornu fut invité à la cérémonie, mais déclina. « Ce n'est pas mon accord, dit-il. C'est l'accord de tous ceux qui ont travaillé pour la paix. Je ne vais pas voler leur moment. » Il regarda la cérémonie depuis Matignon. Quand les signatures furent apposées, Mathilde se tourna vers lui. « Comment tu te sens ?» Le cornu resta silencieux longtemps. « Soulagé, dit-il finalement. Pas fier, pas triomphant, juste soulagé. Que peut-être moins de gens vont mourir. » Cette nuit-là, seul dans son appartement, le cornu relut la lettre de Fatima, la femme de Gaza qui avait perdu sa famille. Il se demandait si elle était toujours en vie, si elle savait ce qui s'était passé. Il ne le saurait probablement jamais. Mais il savait une chose, il avait fait ce qu'il pensait être juste. Il avait dit la vérité quand le mensonge aurait été plus facile. Il avait tenu ses principes quand le compromis aurait été plus confortable. Il avait risqué sa carrière quand le silence aurait été plus sûr. Et parfois, c'est tout ce qu'un leader peut faire. 3 mois plus tard, en juin 2026, Sébastien Lecornu se tenait sur une scène à La Haye. Il venait de recevoir une distinction internationale pour leadership moral et courage diplomatique. Dans son discours, il dit quelque chose qui résuma tout. On me demande souvent comment j'ai eu le courage de défier mes alliés, de questionner Trump, de risquer ma carrière pour un principe. Et ma réponse est toujours la même. Je n'ai pas eu de courage. J'ai juste refusé d'être lâche. Parce que le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est faire ce qui est juste malgré la peur. Si je n'avais pas parlé ce soir du 20 septembre, si j'avais laissé passer cette mascarade, j'aurais peut-être sauvé ma carrière. Mais j'aurais perdu mon âme. Il y a quelques mois, j'ai dit que Mettina avait trompé Trump, mais qu'il ne pouvait pas me tromper. Ce n'était pas parce que j'étais plus intelligent. C'était parce que je ne voulais pas être trompé. Je ne voulais pas croire aux mensonges confortables plutôt qu'à la vérité difficile.
Et c'est la leçon que j'espère que les gens retireront. Ne laissez pas les puissants vous poser des questions. Exigez des preuves. Tenez les leaders responsables, parce que la démocratie ne meurt pas en un jour. Elle meurt lentement chaque fois que nous acceptons un mensonge par confort, chaque fois que nous restons silencieux par peur. Il marqua une pause. « Je suis Premier ministre depuis 9 mois. Dans quelques semaines, moi-même, je pourrais ne plus avoir ce poste. La politique française est imprévisible. » Un rire parcourut la salle. « Mais qu'importe combien de temps je reste au pouvoir, je saurai que pendant un bref moment, j'ai pu faire une différence. J'ai pu dire la vérité. J'ai pu tenir tête aux puissants. J'ai pu défendre les faibles. Et si un jeune homme ou une jeune femme quelque part regarde ce qui s'est passé et se dit « Moi aussi, je peux avoir ce courage », alors tout cela en aura valu la peine. Parce qu'à la fin, nous ne serons pas jugés sur combien de temps nous avons été au pouvoir, mais sur ce que nous avons fait avec ce pouvoir. Et j'espère, je prie que quand mon heure viendra, je pourrai dire « J'ai fait ce que je pensais être juste, quel qu'en soit dans les conséquences ». L'audience se leva en standing ovation. Mais le cornu ne souriait pas de satisfaction. Il pensait à Fatima de Gaza. Il pensait aux familles qu'il avait rencontrées. Il pensait à tous ceux qui avaient souffert pendant que les politiciens jouaient leur jeu. Et il se fit une promesse silencieuse. Tant qu'il aurait une voix, tant qu'il aurait une plateforme, tant qu'il aurait une once d'influence, il continuerait à dire la vérité. Parce qu'à la fin, Medina avait trompé Trump. Mais il n'avait pas pu tromper le cornu. Non pas parce que le cornu était plus intelligent, mais parce qu'il avait choisi de voir la vérité même quand le mensonge aurait été plus confortable. Et dans un monde de mensonges politiques, de fausses promesses et de théâtre diplomatique, ce simple choix de voir et de dire la vérité était devenu révolutionnaire. C'était devenu contre toute attente le début d'un changement. Un changement fragile, incertain, menacé, mais un changement quand même. Et parfois, c'est tout ce qu'on peut espérer. Parfois, un moment de vérité peut changer le cours de l'histoire. Ce soir du 29 septembre 2025, quand un jeune Premier ministre français avait osé poser les questions que personne d'autre ne posait, avait été un de ces moments. L'histoire se souviendrait que ce jour-là, quelqu'un avait refusé d'être trompé, et ce refus avait changé le monde.